Donc dans un premier temps, je voudrais vous présenter la tête de liste municipale sur Moulins, donc Natacha Brun qu'on attendait avec impatience, et moi-même sur Vichy, ce qui n'est pas forcément une surprise, mais je tenais à remercier Natacha de s'investir autant pour les municipales en tant que femme. Parce que quand on regarde le visage politique de l'Allier, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'hommes et il y a très peu de femmes. Donc j'aimerais la remercier pour son courage, parce qu'il va lui en falloir. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire. Je vous présenterai au fil des mois suivants les autres personnes investies dans l'Allier. Simplement, voilà, il faut qu'on finalise un peu nos listes. Et donc, dans un premier temps, je tenais à vous présenter Natacha pour Moulins et donc moi-même pour Vichy. Donc maintenant, je vais laisser la parole à notre président. Est-ce qu'on pourrait juste en savoir un tout petit peu plus sur vous? Eh bien, allez. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, Natacha Brun. Actuellement, je suis mère au foyer. Voilà. Vous avez quel âge? J'ai 40 ans. Natacha Brun, c'est votre état civil? C'est mon nom de jeune fille. Je ne suis pas mariée. Est-ce que vous avez un parcours politique? Vous inquiétez pas, vous saurez tout ça en temps et en heure. Voilà. Vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours? Ils sont là pour ça? Oui. On est effectivement là pour ça, donc est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus de façon les choses détaillée? habituelles, la fiscalité, la sécurité, et je vais vous développer ça dans les semaines à venir, ne vous inquiétez pas. Vous vivez à Moulins depuis... Je vis à Moulins depuis 2 ans. D'accord. Eh bien, ça a commencé. Est-ce que vous avez déjà eu un mandat électif? Jamais. C'est la première fois. Vous êtes en quelque sorte vierge. Tout à fait. C'est exactement ça. Voilà. C'est bien ce qui convenait, c'est denrée rare. Bon, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de me trouver parmi vous après un périple automobile très compliqué. On a choisi la solution de la complication. Enfin bref, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon, alors c'est quand même que je me trouve dans l'Allier, un département qui a été illustré par la Joigny, dont j'ai été l'adversaire aux élections présidentielles, qui avait été grièvement blessé en 1958 lors d'une contre-manifestation organisée contre le commandant Drone, un candidat UNR, ou je ne sais pas comment ça s'appelait à ce moment-là, il changeait de nom à chaque fois. On ne sait pas, c'est pas RPF, peut-être. Non, RPF c'était fini. C'était peut-être UNR, c'est ça. Et il avait été grièvement blessé à la tête. Et alors, chose assez particulière, mais qui se pratiquait au Parti communiste à l'époque, il avait été soigné en URSS. Je pense que les traumatismes ukrainiens étaient plus habituels que chez nous, donc il a été mieux soigné sans le... Bon, bref, ça c'est un petit peu pour plaisanter sur cet ancien collègue. Alors, c'est un peu curieux parce que l'Allier, c'est un peu, muséographiquement parlant, une survivance du communisme rural, semble-t-il. J'étais avant-hier à Champigny-sur-Marne, dont le maire est communiste encore, et dans l'Essonne. Et là, aujourd'hui, dans l'Allier, décidément, je fais un petit retour en arrière dans la politique française. Encore que il y a encore 800 maires communistes en France. 800 mairies, dont je rappelle tout de même que le Parti communiste avoue maintenant 70 000 adhérents. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, et il a été... il fut un temps où il avait 800 000 militants. Et aujourd'hui, c'est un petit peu, évidemment, la décrépitude, puisque aux dernières élections, aux avant-dernières élections présidentielles, il n'a même pas eu de candidat, et aux dernières élections présidentielles, il a eu 2%, je crois, moins de 2%.
syndicats, ils sont dehors. Aujourd'hui, eh ben, on leur a fait prendre l'air, oui, je pense. Voilà. C'est bien, mais c'est pas grave de dehors. C'est leur liberté, là, plus élémentaire. On dit qu'on a la liberté de réunion et on a la liberté de manifestation, ah oui, tout à fait. à condition qu'elle reste dans les limites de la loi et de la décence. Enfin, c'est vrai que le communisme est un phénomène aujourd'hui moribond sous perfusion socialiste, et que pratiquement il n'aurait pas d'élu s'il n'était pas l'allié du Parti socialiste, à qui en revanche il apporte l'aide qu'apportait l'aveugle au paralytique, et le paralytique à l'aveugle, selon la fable bien connue de La Fontaine. Quel thème de campagne vous souhaitez développer dans l'Allier particulièrement? Quel thème de campagne vous allez développer dans l'Allier? Vous permettez que je fasse ma conférence de presse? Mais vous permettez aussi que je pose des questions, monsieur. Non, mais vous me posez des questions quand j'ai fini de parler. Je fais une conférence de presse. Vous attendez que j'ai terminé ma conférence de presse pour me poser des questions. Je ne sais pas si c'est la règle ici dans l'Allier, mais en France c'est la règle, ça. Peut-être y a-t-il une règle particulière qui permette aux journalistes d'interrompre l'orateur de façon à lui poser la question qui lui plaît. Ça s'appelle du journalisme. Comment? Ça s'appelle du journalisme, monsieur Le Pen. Oh, monsieur, vous êtes professeur de journalisme. Vous allez m'apprendre à moi. Vous allez m'apprendre à moi ce que c'est qu'un journaliste et ce qu'est une conférence de presse. Vous n'aviez encore du lait au bout du nez. J'étais déjà député depuis longtemps. Allez-y, allez-y. Très bien, voilà. Donc, s'agissant, je sais que ce que je dis ne complaît pas à tous les gens qui ont encore de la sympathie pour les volcans et pour le Parti communiste, fut-il rural. Hein, bon, c'est leur droit le plus strict. Je émettre une vérité de dire que les gens ont le droit de manifester à condition que, voilà. Et il y a eu une manifestation l'autre jour d'ailleurs, devant le Front National, du CRAN. Vous ne savez pas ce que c'est que le CRAN? Le CRAN est aux Noirs ce que le CRIF est aux Juifs. C'est l'organisation de défense, etc. Alors ils avaient fait une manifestation devant le siège du Front National à Nanterre, parce que nous avons notre siège national dans une municipalité communiste, qui d'ailleurs, je dois dire, nous fiche une paix royale. Et ils sont venus, ils étaient 4. J'ai regretté d'ailleurs qu'on ne leur ait pas offert un café, c'était quand même la moindre des choses, pour des gens qui s'étaient dérangés pour nous. C'est dire qu'on a beau essayer de appeler, il n'y a pas de sentiment hostile au Front National. Dans aucune des catégories sociales, je dirais même dans aucun des partis politiques. Pour autant, j'ai l'occasion, je crois que c'est la 40e réunion que je fais en France depuis 1 an. Hein. Je n'ai nulle part eu de manifestations importantes. Quelquefois même, elles sont dérisoires. Leur pauvreté est masquée par des drapeaux rouges vifs, neufs, qu'offre la CGT à ses manifestants, mais il n'y a pas à la vérité de sentiment que le Front National menace qui que ce soit. En revanche, il y a dans le pays une profonde déception de ceux qui se sont laissés entraîner à voter pour l'actuel président de la République, M. Hollande, et qui, lui, alors ils font des conduites de Grenoble dans les différents pays où il se trouve, où il va se promener. Parce que c'est une maladie de nos dirigeants que d'être toujours omniprésent sur tous les événements, quelle qu'en soit l'importance. Et on n'y va pas seul, d'ailleurs, généralement. Il y a le Premier ministre, il y a M. Valls, qui est de tous les coups, lui. Il y a quelquefois Mme Taubira, et puis des ministres dont on apprend ainsi, d'ailleurs, le rôle et la fonction, puisqu'il y en a beaucoup dont on ne connaît pas. Et le président de la République ne dédaigne pas lui-même de se rendre dans ce genre de manifestation. Et je crois, d'ailleurs, j'ai le sentiment que ce gouvernement est à bout de souffle physique. On disait sous la 4e République que ça n'était pas l'Assemblée qui renversait les gouvernements, c'était les présidents du Conseil, c'était le nom du Premier ministre de l'époque, qui, à bout de fatigue, baissait les bras. Et j'ai le sentiment que M. Ayrault en est à ce stade-là. Il nous a parlé hier, de façon extraordinaire, un néologisme, c'est la réalité vraie. Eh
donc des réalités qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. Et à plusieurs reprises, il a buté sur son texte, ce qui me paraît être un indice de fatigue physique et qui me semble indiquer que le président Ayrault n'ira pas très loin. Alors que reste-t-il à faire au président Hollande, qui baisse dans les sondages au point qu'on se demande si à la fin il ne va pas trouver du pétrole dans un pays qui n'en a pas, bon, qui en a la guerre. Et il a la possibilité de dissoudre. Moi, je crois qu'il va faire ce qu'a fait Mitterrand. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'imagination et que, dans le fond, la manœuvre de François Mitterrand avait assez bien réussi. C'est une dissolution, mais précédée d'une réforme électorale. Le président Mitterrand avait compris qu'il allait être balayé aux élections législatives et qu'il risquait de manquer d'un socle parlementaire de légitimité. Et donc il a fait voter la proportionnelle. Il avait dit qu'il instillerait une petite dose de proportionnelle. Il a fait la proportionnelle intégrale. Proportionnelle intégrale qui a permis d'ailleurs à 35 députés du Front National d'être élus. Car nous sommes dans une république démocratique où avec 6,5 millions de voix, le Front National a 2 députés. Bon. Et le Parti communiste avec le quart en a 18 ou 19, je ne sais pas. Et donc, je pense qu'il pourrait faire ça, c'est-à-dire réforme électorale, dissolution. Bien sûr, il sauverait ainsi une centaine de sièges socialistes, ce qui lui assurerait un siège par département quand même, ce qui lui assurerait d'avoir une plateforme de légitimité présidentielle suffisante pour rester. Et bien sûr, il y aurait 130 députés Front National. Mais ça ne le gêne pas, puisqu'il serait généralement pris sur le capital de l'UMP, leur allié habituel. Et on passerait le gouvernement à la droite, qui n'en peut mais et qui se trouverait face aux mêmes difficultés que le Parti socialiste, et ayant suivi jusque-là la même politique, ne pourrait faire autrement que de proposer les mêmes solutions. Et par conséquent, d'aller, elle aussi, à l'échec, tandis que le président, lui, de l'Élysée, en arbitre suprême, pourrait attendre les prochaines élections présidentielles dans l'espoir qu'il ne trouverait pas Marine Le Pen devant lui aux élections. Voilà. Cela dit, comme je sens l'impatience des journalistes de la région, je vais tout de suite cesser là mon exposé, leur laissant la possibilité de poser les questions les plus brillantes qu'ils soient. Madame Lopez, oui. Y aura-t-il un candidat ou une candidate sur Montluçon? Oui. Vous savez qui c'est? Qui est-elle? Oui, je sais. Vous pouvez nous la présenter? Je sais qui c'est. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, au fil du mois de novembre, décembre, on vous en dira un petit peu plus, parce qu'il n'y a pas que Montluçon, on a d'autres villes de l'Allier. Mais si vous voulez, je présente les candidats au fur et à mesure de l'avancée des listes. Natacha et moi-même, bon, il nous reste une poignée de personnes pour compléter notre liste, donc c'est pour ça que je vous la présente. Vous avez combien de personnes réellement investies pour l'Allier? 4. Non, dans chacune de vos listes respectives. Ah, moi j'en ai 20, 25, 26 à peu près. Et à Moulins 24. Voilà. À peu près aussi, ouais. Alors, en sachant que, d'une, ou les gens, quand on leur demande d'être sur nos listes, disent oui tout de suite, ou d'eux-mêmes nous demandent d'être sur les listes. C'est pas, on galère pas pour trouver des gens. Pour il y a des gens qui vous demandent d'être sur votre liste? Oui. Ah oui, moi je reçois des mails avec des gens qui me disent, voilà, j'habite Vichy, je veux être colistier, je veux faire quelque chose. Je pense que c'est une nouveauté. Je pense que voilà, les gens aujourd'hui veulent complètement s'investir dans la vie de leur commune et donc par le biais... J'ai pu comprendre sur votre site internet notamment que vous aviez du mal à justement à convaincre les gens de s'inscrire sur vos listes parce que les gens ont peur des représailles
par exemple. Non, alors... Et vous les incitez à s'inscrire sur leur nom de jeune fille, sur leur Non, c'est-à-dire que c'est une possibilité que... C'est pour ça que je me suis permis de vous demander si c'était votre rêve. Voilà, non, c'est une possibilité que les gens ont, alors les femmes, de se mettre sous leur nom de jeune fille, ou premier, deuxième, troisième prénom, et les hommes, bien sûr, sur leur deuxième ou troisième prénom. Je ne vous cache pas que pour un commerçant, ça va être un peu compliqué, qui est connu, par exemple, je ne sais pas, moi, sur Moulin, de se mettre en premier de la liste, ou même à la fin, sans qu'on le reconnaisse. Donc, voilà, les gens ont cette possibilité-là, il faut leur dire, c'est un droit qu'ils ont, donc il ne faut pas se cacher de leur dire. Mais on n'a aucune difficulté à trouver, et d'ailleurs, on va représenter, moi, dans Vichy, j'ai tous les âges. Pourquoi c'est compliqué, vous dites, d'afficher son nom, son vrai nom, son vrai prénom, entre guillemets? Quand vous êtes commerçant, forcément vous devez accueillir un peu tout le monde. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous travaillez avec beaucoup le conseil général, avec voilà, les mairies. Voilà, donc pour peu que le conseil général... Ça vous choque justement qu'on ne puisse pas affirmer? Peut-être que la question, je peux la poser à M. Le Pen. Est-ce que ça vous choque qu'on ne puisse pas afficher sa véritable identité, qu'on est sur une liste Front National par rapport à des conséquences non? Moi, personnellement, je ne suis pas présidente. Non, enfin, je sais pas. Moi, ça me choque, oui, puisque on est censé être dans un pays démocratique où la loi dit que nul ne peut être embêté de par ses idées politiques. Et on s'aperçoit que non, dans la vie, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire vous le sentez au quotidien ici? Non, moi j'ai des gens qui me le disent. Si je demande à un commerçant, est-ce que vous voulez bien être sur ma liste, il va me dire non, je ne peux pas. Voilà, les chefs d'entreprise, les commerçants ne veulent pas prendre le risque. Voilà, confère, regardez Dominique Morel dans la Fédération du 63 pour les législatives, on l'a carrément licencié. Alors lui, d'autant plus qu'il faisait partie d'un syndicat, donc on l'a bien gentiment évincé du syndicat pour pouvoir mieux le licencier. Donc c'est l'exemple typique. Quelles sont les autres communes où vous pourriez présenter des candidats, à part Vichy, Moulins et Montluçon? Vous cherchez, hein, mais... alors, à part Vichy, Moulins, Montluçon, on pourrait envisager QC. On pourrait envisager Varennes-sur-Allier, on pourrait envisager, voilà, des villes comme ça, plus ou moins... Ghana Ghana, pas pour le moment, mais ça pourrait se présenter. Voilà. Alors justement, à QC, à Varennes, vous en êtes où? Est-ce qu'il y a des têtes de liste hein? Alors, vous cherchez quand même, hein. Oui, il y a une tête de liste à Varennes, mais je ne vous dirai pas qui c'est. Voilà. Voilà. Et à QC? Alors, à QC, nous n'avons pas de tête de liste, mais par contre, nous avons des colistiers. Voilà. Monsieur Le Pen, est-ce que je peux vous demander ce que vous êtes venu faire ici? Enfin, c'est pour une manière de collecter des fonds pour le parti, qui n'est pas forcément au mieux de sa forme financièrement. Enfin, c'est une visite de courtoisie, c'est une manière de booster les militants dans l'Allier. Enfin, quelle est la raison? Puis-je vous rappeler que nous sommes en campagne électorale municipale depuis déjà plusieurs mois. Oui, ça je sais. Et nous sommes aussi d'ailleurs en campagne électorale européenne. Alors je vous rappelle que je suis parlementaire européen, que je conduirai d'ailleurs la liste du Front National dans le Sud-Est aux prochaines élections du mois de mai, que je suis aussi un élu régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que je préside à Marseille le groupe Front National de 20 membres du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je suis le président d'honneur du Front National et je viens en province généralement soutenir les candidatures de ceux qui le souhaitent. Dans une tournée, j'ai fait je crois 40 réunions, j'en ferai encore une vingtaine probablement. Je ne suis pas le seul à le faire, Marine Le Pen le fait, Louis Alliot, Marion Maréchal, Bruno Gollnisch, etc. Beaucoup de nos militants et dirigeants sont mobilisés pour justement susciter dans le pays un élan à l'occasion des élections municipales qui sont un terrain qui ne nous est pas familier en quelque sorte, encore que je rappelle que j'ai été élu, moi en ce qui me concerne, conseiller d'arrondissement du 20e arrondissement en 1983, c'est donc pas hier matin,
et que si nous n'avons pas présenté aux élections municipales de 2008 beaucoup de candidats, c'est parce que nous souffrions d'un déficit financier considérable à la suite des élections législatives, 2 tiers de nos candidats n'ayant pas obtenu 5% et ayant créé une dette de 10 millions d'euros qui nous a contraints d'ailleurs à des économies drastiques. Nous avons supprimé nos organes de presse, nous avons supprimé la fête des BBR, nous avons supprimé beaucoup de nos activités, réduit le personnel du mouvement de 120 à 20 personnes. Alors, nous sommes remontés à 50, nous avons vendu notre actif, en quelque sorte, qui était notre siège national à Saint-Cloud, pour venir à Nanterre dans une location que nous occupons depuis, en attendant de devoir retrouver quelque chose de plus important à la mesure de l'arrivée massive d'adhérents nouveaux depuis l'élection de Marine Le Pen et depuis sa candidature en 2012, où je rappelle qu'elle a fait 18% des voix et qu'elle est actuellement créditée, que le mouvement d'ailleurs du Front National est crédité dans un certain nombre d'élections, dont l'élection européenne. Il est même placé en tête devant le Parti Socialiste et l'UMP avec 24%. Par conséquent, c'est dans ce cadre-là que nous procédons à l'encouragement de nos cadres départementaux de créer des listes, ce qui n'est pas simple. D'abord parce qu'il faut trouver des dizaines de personnes destinées, plutôt qui acceptent d'affronter l'élection et donc un peu l'opinion publique. Et en effet, quand ce sont des commerçants, voire même des employés, ces gens, ou des fonctionnaires qui courent des risques de représailles de leur direction, de leurs autorités, eh bien ça n'est pas très facile. Le Front National est en effet dans l'opposition. Il ne fait pas partie de la Dronche. Qu'est-ce que c'est que la Dronche? C'est l'UMPS. C'est le bâtard de la droite uni à la gauche. Le mariage droite-gauche donne la Dronche. Donc, comme nous sommes des adversaires résolus, nous sommes dans l'opposition, nous n'avons pas de poste, nous n'embauchons pas de personnel, nous ne distribuons pas de places d'HLM, ni bref, tous les avantages qui sont concédés par ceux qui sont en place et qui ne se gênent pas pour en user et pour en abuser. Madame Lopez, le Front National a fait entre 10 et 14% dans l'année aux législatives à Vichy, Moulins et Montluçon. Est-ce que vous pensez pouvoir faire mieux pour les municipales? Et quel serait un bon score pour vous dans ces villes-là? Je l'avais dit. Alors, au minimum, un bon score pour nous, plus de 5% nous permettrait de représenter des personnes. Rien à voir avec le remboursement des frais de campagne, hein, je vous rassure, les 5%. C'est que ça nous permettrait quand même de représenter nos concitoyens. Ceci dit, je ne vous cache pas qu'à Vichy, on fera plus de 10, mais je pense même plus de 15%. Et je pense que Moulins... Qui a Moulins, par exemple vous avez, Oui, Moulins, je pense que ce sera pareil. Je pense que ce sera dans les mêmes zones. Voilà. Alors ça va être un petit peu plus dur pour Montluçon, puisque Montluçon, c'est quand même un bastion de la gauche qui persiste dans l'Allier. Mais bon, je ne me fais pas du tout de soucis. En vous rappelant tout de même que Marine Le Pen, comme je l'étais moi-même d'ailleurs, est en tête chez les ouvriers. Par conséquent, il n'y a pas de raison de craindre les électeurs de Montluçon. Au contraire, j'étais moi-même premier pour les jeunes, les chômeurs et les ouvriers. Marine a étendu cette influence de premier chez les artisans, les commerçants, etc. Par conséquent, c'est une force qui monte tout à fait évidemment. Il n'est pas facile de faire des pronostics et ceux-ci seront probablement contredits par des chiffres supérieurs.
parce que nous sommes encore à 4 mois des élections. Tous les indicateurs français sont au rouge. Nous venons d'être disqualifiés d'un échelon par Standard & Poor's, c'est-à-dire que nous venons de perdre une de nos qualifications et nous risquons d'en perdre bien plus. Le chômage continue, l'immigration déferlante continue. M. Valls veut régulariser à tour de bras et naturaliser. Il a fort à faire pour faire aussi bien que M. Sarkozy. M. Sarkozy a naturalisé 750 000 étrangers en 5 ans. Bon. Et je crois que l'une et l'autre de ces forces, si j'ose dire, politiques, ont suivi le même chemin, la même route, et par conséquent, ils sont euromondialistes. Par conséquent, ils ne doivent pas s'étonner de se voir, en quelque sorte, confrontés à des difficultés de plus en plus grandes. Donc, comme là, ça va aller, hélas, pour la France, de plus en plus mal, il est probable que quand la maladie progresse massivement et qu'elle tourne à l'épidémie, eh bien, il y a un grand besoin de médecins. Et par conséquent, je pense que beaucoup de gens considéreront que le vote Front National, c'est celui qui est susceptible de faire changer les choses, puisque dans l'alternance gauche-droite, elles n'ont jamais changé depuis 40 ans. Le parti a beaucoup changé ces dernières années. Est-ce que la sociologie des candidats, des militants a beaucoup évolué? Est-ce que vous reconnaissez encore le parti que vous avez fondé? Tout à fait. Moi, personnellement, je ne vois pas de différence. Peut-être y a-t-il maintenant un afflux de jeunes, parce que je pense que la jeunesse française est bouleversée. Et d'ailleurs, ce n'est pas un des moindres problèmes français que beaucoup des jeunes étudiants quittent la France, émigrent, n'est-ce pas, vers des pays étrangers, nous privant ainsi de leur qualité. Et c'est un phénomène corrélatif de l'immigration massive qui elle-même attire chez nous, parce que c'est le seul pays du monde où les nationaux sont moins bien traités que les étrangers. C'est normal qu'ils viennent. D'ailleurs, je dois rappeler à ceux qui l'ignoreraient que pendant 40 ans et plus, dans tous mes meetings, j'ai toujours dit: vous ne devez pas en vouloir aux immigrés. Vous ne devez en vouloir qu'aux hommes politiques français de droite et de gauche que vous payez pour vous défendre et qui vous trahissent. La vérité, les gens ont commencé à comprendre ça, et je pense qu'il y a un phénomène qui va être révélateur. Je pense que c'est l'arrivée massive des Roms à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier, en effet, les millions de Roms de Bulgarie, Roumanie et Hongrie ont la possibilité d'entrer dans l'espace Schengen et donc d'entrer en France, je dirais légalement. C'est une des conséquences de notre appartenance à l'Union européenne. Et bien que cette immigration soit sans commune mesure de gravité avec celle que nous connaissons déjà, et qui continue à la cadence de 200 à 300 000 par an, eh bien, comme elle est très visible, très apparente, très urticante aussi pour les populations locales, eh bien, elle va faire prendre conscience, à mon avis, aux Français du phénomène de l'immigration par reflet, en quelque sorte. Je crois cela. Maintenant, peut-être en sera-t-il autrement, peut-être d'ici là, va-t-on tordre les lois européenne de façon à donner au gouvernement français un petit répit électoral. Cela dit, si on respecte la règle, celle établie par le traité de Lisbonne, lequel, je le répète, est voté aussi bien par l'UMP que par le Parti socialiste, eh bien, nous allons assister à un phénomène assez pittoresque d'arrivée, qui m'avait fait dire d'ailleurs qu'à Nice, on pourrait débaptiser la promenade des Anglais pour l'appeler la promenade des Anglais. Il y a eu un débat dans la presse, notamment dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, sur le racisme et sur cette parole libérée des Français. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop à ce niveau-là? Est-ce que les Français aujourd'hui ont une parole qui se libère dans les médias ou dans la rue tout simplement? Quel regard portez-vous sur cette évolution peut-être?
moi, je ne perçois pas cela. Je pense qu'il y a un racisme anti-français dont on ne parle jamais, hein, même un racisme anti-blanc, pour dire, de la part de certaines communautés, et on ne parle jamais que des faits de racisme qui sont des faits de cohabitation de plus en plus malaisés avec des populations qui arrivent massivement chez nous et qui vivent très largement aux dépens de la collectivité. Je cite un cas particulier. Si vous êtes un étranger n'ayant jamais habité ni travaillé en France, qui arrivait à plus de 65 ans, vous avez droit à une retraite de 750 € par mois. C'est-à-dire pratiquement le double de celle d'un artisan ou d'un paysan. Alors il y a quelquefois des réactions qui sont d'hostilité, mais que moi j'essaye de diriger sur les responsables de cette situation, qui sont les politiciens français de droite et de gauche. C'est ceux-là qui sont directement responsables de cette situation-là. Ce qui me concerne, moi, je me rappelle que j'ai été élu la première fois député, mon deuxième de liste était noir. J'ai été le premier député, homme politique français à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 1957, et le premier à faire élire une musulmane dans la région parisienne, conseillère régionale, en 1986. Par conséquent, en matière de racisme, je ne reçois pas de leçons. Madame Lopez, est-ce que l'immigration et l'insécurité font partie des thèmes que vous allez développer durant la campagne des municipales? Alors, la sécurité, je peux vous dire que oui. Ça, par contre, c'est une affirmation. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai eu, voilà, sur mon site internet, enfin sur le site internet de la Fédération de l'Allier, les gens peuvent remplir un questionnaire en ligne. Des gens l'ont fait et j'ai pu remarquer que les citoyens, voilà, veulent plus de sécurité, veulent voir la police municipale, veulent voir les gendarmes, la police, voilà, les voir, quoi. Est-ce que pour autant vous considérez que l'Allier est un département qui souffre d'un manque de sécurité? Il y a une insécurité? Alors, insécurité, je vous dirais, n'allez pas vous balader dans les rues de Vichy le soir à 1h ou 2h du matin. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais ado, mais je ne le ferai plus maintenant. Montluçon, je pense que, voilà, Pascal Courty, qui est de Montluçon, qui n'est pas là, mais pourra le confirmer aussi. Moulins, ça commence. Hein, donc, mais ça veut dire quoi concrètement? Parce que c'est pas du ressort de la municipalité, la sécurité. Ça veut dire plus de policiers municipaux, des policiers municipaux armés, c'est quoi? Aussi, oui. Alors armés. plus de policiers municipaux, plus donc de formés, armés, formés. Les patrouilles dans les rues le soir. Et puis voilà, les patrouilles dans les rues le soir, passer voir les commerçants, les gens. Enfin, je peux vous garantir que quand on voit notre police, on se sent en sécurité, quoi. C'est vraiment, les gens ont le sentiment, voilà, on va dire, allez, entre guillemets, d'abandon. Alors pour la direction départementale de la sécurité publique, selon les chiffres de la direction départementale de la sécurité publique, oui, l'Allier est l'un des départements les plus sûrs de France. Qu'est-ce que vous en pensez de ces statistiques? Ah mais par rapport aux autres départements, comme c'est une statistique, ça je veux bien le croire. Simplement, demandez aux habitants de Vichy, enfin quand vous ne pouvez pas, eux ce qu'ils voient, c'est pas des statistiques, les gens voient que, ben voilà, à 1h du matin, en été, vous ne pouvez pas aller vous balader, vous avez une chance sur deux de vous faire... le Casino des Fleurs à Vichy, je vous mets au défi d'aller à 1h30 du matin, même 1h, au Casino des Fleurs. C'est quoi? Si je peux permettre. Alors le Casino des Fleurs, alors c'est un endroit dans Vichy où il y avait plein de magasins au début. Vous y allez aujourd'hui, c'est vide, mais c'est un coupe-gorge. C'est un coupe-gorge. Ah bah vous avez des drogués, vous avez ceux qui boivent toute une partie de la nuit et qui, voilà, des SDF. Enfin, vous passez là-bas, c'est un coupe-gorge. Oui, si je puis me permettre, en tant que Creusois, mais ancien Bourbonnais et habitant proche de Montluçon, il y a eu un reportage de vos confrères de D8 l'année dernière sur Montluçon.
Et alors là, c'était assez calamiteux. On montrait la fermeture partielle d'un commissariat de police dans le quartier de Biennassi. Les gens étaient agressés, les commerces saccagés. Tous les commerces autour de cet ancien commissariat ont disparu. Alors, regardez, parce que les gens ne pouvaient plus être assurés, les vitrines brisées constamment. Cherchez sur Internet, je pense que vous trouverez ce reportage. J'ai vu le reportage. Voilà. Donc ça me revient à l'esprit. Varenne, on nous enlève la base. Vous doublez le budget des policiers municipaux Comment ça se passe doubler, ça, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire doubler, je n'ai pas les chiffres. L'ordre d'idée. Voilà, mais mettre l'accent sur la sécurité, ça. Au détriment de quoi pour équilibrer, j'imagine. Enfin, c'est quoi Il est bien évident qu'un certain nombre de problèmes sont en partie seulement du ressort municipal et appartiennent à la politique nationale. C'est la raison d'ailleurs de ma présence ici, pour rappeler que ce sont des élections municipales, mais qu'elles comportent aussi un contenu national, évidemment. Et en particulier celui des effectifs de maintien de l'ordre, lesquels ont été rabotés sous prétexte d'économie dans des proportions gravissimes, car ces réductions ne touchent pas seulement l'armée, elles touchent la gendarmerie, elles touchent la police. Je rappelle qu'en effectif, actuellement, pour la France, un pays de 550 000 km², 65 millions d'habitants, nous avons en force de police 100 000 gendarmes et 100 000 policiers, grosso modo. Bon. Ce qui signifie qu'il y en a 50 000 opérationnels sur 200 000. Parce qu'ils ne sont pas 24 heures sur 24 à leur poste, bien évidemment. Or, c'est très faible par rapport à un pays de la taille, de la dimension de la France et au niveau d'insécurité qui est le sien. Parce que si l'Allier est le département le plus sûr, on pourrait dire qu'il est un des moins insécures, parce qu'il n'est pas d'une sûreté absolue. La preuve, vous le dites vous-même. Bon, alors il est certain que la situation n'est pas la même dans les différents départements, mais la situation des Français, en général, se rattache tout de même à la politique internationale, européenne et nationale. Donc, la politique de l'immigration massive qui continue d'arriver, je pense que vous allez avoir un élément nouveau, c'est la volonté du gouvernement de disperser en province le plus possible les concentrations d'immigrés qui se trouvent notamment dans l'alentour des grandes villes. Et pour cela, on procède d'ailleurs à l'achat de bâtiments pour des logements sociaux qui sont réservés en priorité aux étrangers arrivant en France sous un prétexte ou sous un autre. Je rappelle que la courbe des demandeurs d'asile a franchi, je crois, le cap des 70 000 par an et ne cesse de progresser de façon vertigineuse, alors qu'on dit que la France était un pays de tradition, d'accueil en quelque sorte des réfugiés. C'était vrai de quelques dizaines de personnes au XIXe siècle, de quelques centaines au XXe siècle, c'est maintenant par dizaines de milliers. D'ailleurs, comme nous allons aller vers un monde de plus en plus violent, de plus en plus chaotique, et il va y avoir de plus en plus de misère dans le monde, pour des raisons qui sont aisément prévisibles, qui sont liées à la démographie en particulier. Le monde est passé en un siècle et demi de 1 à 7 milliards d'habitants. Il continue de progresser vers 8, 9 ou 10 milliards prévus dans les quelques décennies qui viennent. Or, la courbe de production des biens de consommation, elle, hélas, n'a pas suivi la même pente. Par conséquent, le gâteau n'a pas augmenté alors que les impétrants ont augmenté dans nombre. Beaucoup de ces pays sont à la limite de la misère insupportable. En Égypte, on vit 90 millions d'habitants sur un territoire grand comme la Bretagne. Car l'Égypte, c'est un immense désert dont la seule petite partie est habitable dans le delta du Nil et le cours le long des rives du fleuve. Eh bien, on vit avec moins de $1 par jour.
au Bangladesh, on travaille pour moins d'un demi-dollar par jour. Et d'ailleurs, c'est une des conséquences extraordinaires du rêve communiste qui était de libérer les gens, de leur donner des moyens de subsistance. Et on a établi, grâce car ils ont provoqué la plus grande victoire possible du capitalisme, le mondialisme, c'est le capitalisme dirigé principalement par le principal pays communiste du monde, c'est la Chine, qui a établi dans le monde de nouveau l'esclavage. Car on continue de doper en France sur l'esclavage du XVIIIe siècle sans voir l'esclavage de milliards d'hommes dans le monde. Et ceci nous est prouvé par les faits divers. C'est d'ailleurs par les faits divers que nous entrevoyons de temps en temps la réalité politique, la réalité vraie, comme dirait M. Hérault. Et je rappelle quand même qu'il y a très peu de temps, 1200 personnes sont mortes dans une usine de fabrication de textiles, de travail textile en Bangladesh. Là, ils sont des misérables, des malheureux. Et certains de ces pays-là trouvent des pays encore plus misérables qu'eux, de façon à abaisser les coûts. Et nous sommes en face de ce monde-là, toutes frontières ouvertes, pour en quelque sorte concurrencer, ou être concurrencés par d'autres producteurs qui, eux, y compris en Europe d'ailleurs, sont capables de produire beaucoup moins cher que nous, car ne disposons pas, n'ayant pas le même système social de protection dont on sait qu'il est en France très coûteux. C'est ainsi, par exemple, qu'on voit bien que l'affaire de Bretagne qui se révèle et qui n'est qu'un début. Moi, je vous le dis, je suis un breton de souche, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, je peux vous dire que cette affaire n'est pas terminée. Non seulement elle n'est pas terminée, mais elle va se développer, s'aggraver, et elle va gagner l'ensemble du pays, car la plupart des régions se trouvent dans la situation de la Bretagne, quelquefois même dans des situations apparemment au moins pires. C'est vrai qu'en Bretagne, il y a un phénomène qui est lié au productivisme agricole excessif, mais qu'on sait par exemple que nous sommes concurrencés sur le marché du porc, où nous étions en quelque sorte les premiers, par l'Allemagne, qui produit du porc à l'extérieur de l'Allemagne, dans d'autres pays, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, etc., à bas coût et à basse qualité, il faut le dire. De la même manière, nous sommes concurrencés pour les poulets, par les poulets brésiliens, qui arrivent au Havre à 1 euro le kilo, quelque chose comme ça, ce qui est une concurrence que ne peuvent pas supporter, bien sûr, nos entreprises qui ferment les unes après les autres. D'ailleurs, nous avons perdu 50% de notre potentiel industriel en 20 ans, les entreprises se trouvant soit dans la nécessité de délocaliser, c'est-à-dire d'aller chercher des employés, des ouvriers à bas coût ailleurs, ou bien alors à mettre la clé sous la porte. Et c'est ce qui est en train de se produire et qui va gagner de façon vertigineuse. Nous avons déjà 5 millions de chômeurs vrais, n'est-ce pas? Eh bien, ce chiffre va augmenter et nous ne serons plus en mesure d'apporter l'assistance que notre système social apportait jusqu'à présent. Ce sera la faillite. Une faillite d'ailleurs qui risque de gagner le monde entier, compte tenu du fait qu'il y a bien un moment où les milliards de dollars, les milliers de milliards de dollars imprimés par la banque américaine, hors de proportion avec les richesses qu'elles sont censées représenter à un moment donné, on va se trouver face à l'écroulement du système bancaire et monétaire et dans des situations dramatiques. Madame Lopez, vous allez donc... non, je m'adresse à Madame Lopez. Madame Lopez, vous allez donc développer le thème de l'insécurité durant la campagne. Et pour l'immigration, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous comptez développer aussi ce thème-là? Écoutez, pour l'immigration, je vais vous donner du grain à moudre. Vous savez que dans certains départements, il y a la rumeur du 9-3. Et ben, vous savez qu'elle est arrivée dans l'Allier. Et donc, et ben voilà, on va attendre de voir ce que ça donne.
Alors, ceci dit, pour la rumeur, vous l'avez diffusée au mois d'avril. Dites plutôt cela dit, parce que si vous dites ceci dit, on va vous taxer de racisme. Alors, vous me disiez... Non, parce que dans les autres départements, effectivement, la rumeur est plus ou moins neutre ou aveugle. Là, c'est clairement vous qui l'avez propagé au mois de juin, au mois de mai. Bien communiqué. C'était clairement... oui. Vous avez affiché la couleur. Oui, pourquoi les gens se posent des questions? Je ne vois pas pourquoi se cacher. Autant demander au maire de Vichy, autant demander au préfet, autant demander... Mais enfin bon, on a eu une réponse un peu... Non, c'est pas vrai. Donc l'immigration, oui ou non? Thème de campagne potentiel? Ça va pas, oui, potentiel. Ça va pas, alors ça va pas être le premier. Parce que sur l'Allier, le premier, le thème de campagne, ça va être l'emploi. Parce que quand vous voyez Vichy avec un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale, quand vous voyez Moulins le dimanche, ville morte, je veux dire, voilà, ceci dit, voilà, il n'y a pas de travail à Vichy. Alors certes, Vichy, c'est une belle ville où il y a de plus en plus de chômeurs. Martin va vivre dans une super belle ville, là au moins on sera bien. Voilà, ça va être par contre le thème... Votre hiérarchie au niveau des thèmes de campagne, vos 3 premiers thèmes de campagne, donc l'emploi et ensuite l'emploi, la sécurité, et après le troisième, je ne sais pas. Et après, le programme national, le Front National qui vous patronne. On a assisté lors des dernières législatives à la présidentielle à un phénomène relativement nouveau. On a vu dans certains villages de l'Allier, comme ailleurs en France, des scores extrêmement élevés de Marine Le Pen dans des villages où il n'y a ni problème de sécurité, ni problème d'immigration, ni problème d'emploi particulier. Comment vous expliquez ce phénomène d'extension Je pense que les sociologues se sont penchés sur le sujet, qui est en effet un sujet très intéressant. Pourquoi les régions rurales, en dehors même de ce qu'on a pu appeler les rurbains, c'est-à-dire les départements ou les villes où les gens viennent de banlieues ou de villes déjà très largement dominées par la présence étrangère, eh bien, pourquoi parce que ces gens-là circulent, ils ne restent pas toujours chez eux. Quand ils viennent au chef-lieu de département, ou même quelquefois, il y a même des gens d'Allier qui vont à Paris, même je crois quelquefois il paraît, eh bien, qu'ils voient la ville, qu'ils prennent le train ou le métro ou le RER, ils sont stupéfaits, ils se croyaient en France et ils se trouvent ailleurs. Bon, donc ces gens-là, les mettent à vote, c'est à eux qu'il faut aller demander ça. Pourquoi vote-t-il le Front National? C'est un fait. Et ça n'est pas un fait négligeable. D'ailleurs, on le voit, j'ai vu l'autre jour un sondage sur la Bretagne, où la France où le Front National était relativement en retard par rapport aux autres départements. Il est au-dessus de la moyenne nationale. Je me rappelle par exemple dans mon département du Morbihan, à la Libération, il y avait 5 députés MRP, un député de droite. C'était M. Marcelin, si je ne me trompe. Et maintenant, il y a un communiste, un vert, 3 socialistes et un divers droite. Bon, c'est dire que la Bretagne avait glissé à gauche, largement à gauche. Et elle est ulcérée de son vote, ulcérée d'avoir fait confiance à un gouvernement de gauche dont elle croyait qu'il allait résoudre les problèmes que la droite n'avait pas résolus. C'était évidemment une illusion, puisque ce sont exactement les mêmes politiques qui sont pratiquées. D'ailleurs, les ministres sont presque interchangeables. M. Sarkozy s'était amusé à choisir un certain nombre de ministres socialistes. Maintenant, je ne sais pas si M. Hollande en a fait autant, pas tout à fait pareil, peut-être, mais en fait, la politique est la même. Elle est surtout une politique d'impuissance, et les gens s'angoissent de cela parce qu'ils pensent comme moi que malheur au peuple dont les chefs ont les mains molles. Et puis alors, hormis l'insécurité, parce que l'insécurité c'est une chose, mais dans les campagnes, vous payez autant d'impôts qu'en ville, et je crois que les gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils en ont peut-être assez aussi dans les campagnes, la fiscalité, payer, toujours payer. Ça par contre, vous le retrouvez en ville, vous le retrouvez à la campagne,
Et là-dessus, je crois que Payé et en contrepartie, il n'y a plus de service public. Oui, en plus. La fiscalité est certainement une dimension dont on n'a pas parlé du tout, mais qui va être dans ces élections le révélateur de la mauvaise humeur, justifiée d'ailleurs, du peuple français. Parce que, bon, il supportait beaucoup de choses, on a encaissé pas mal de difficultés, enfin, trop c'est trop, on n'y arrive plus, bon voilà. Monsieur Le Pen, vous aimez présenter le FN comme un parti anti-système. En cas de large succès au municipal, vous n'avez pas peur de notabiliser le parti? Du tout. Je n'ai pas l'intention de notabiliser le parti. D'abord, ce n'est pas moi le président du Front National, c'est Marine Le Pen. Et on n'a pas l'intention de notabiliser le Front National. Nous participons aux consultations populaires chaque fois qu'il y en a une, et de ceci, depuis la fondation du Front National, nous avons participé, quelles que soient les circonstances, à tous les échelons d'élections qui se sont produites dans le pays. Mais je pense que Marine Le Pen et la direction du Front National ont, au niveau actuel qu'a atteint le mouvement, c'est-à-dire avec près de 80 000 adhérents, eh bien, nous avons maintenant les effectifs suffisants pour se présenter. Je rappelle qu'il y a quand même 38 000 communes en France, hein, mais pour se présenter à des élections où il est exigé de présenter beaucoup de candidats, où ça impose en plus le système de la parité, et ça pose partout, sauf dans le mariage homo. Bon, bref, cela dit, parce qu'il faut bien sourire de temps en temps, quand même, malgré tout. Hein. Dans le département, vous comptez combien d'adhérents? Alors, je ne pourrais pas vous dire le nombre d'adhésions. Par contre, je peux vous dire que pour le mois d'octobre, nous avons fait 32 adhésions. Et pourquoi vous n'êtes pas capable de nous donner le nombre d'adhérents? Je suis capable, mais c'est que je ne veux pas vous le donner. Voilà. Pourquoi? Mais je suis capable. Je peux savoir pourquoi vous Non, parce qu'on ne communique pas sur le nombre d'adhésions dans les départements. Voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que par exemple, pour le mois d'octobre, on a fait 32 adhésions. Oui, quand les autres partis en feront le temps, voilà. Oui. C'est ça. Voilà. Bon, écoutez, merci,